Merci messieurs les modérateurs, aussi merci au comité d'organisation de m'avoir confié un sujet de traumato, c'est la première fois pour moi. Et donc on va parler des pièges plutôt diagnostiques, vous allez voir, chez les patients qui ont pris en charge et qui ont un traumatisme, en tout cas une suspicion de traumatisme abdominal. Donc quelques généralités pour commencer. Alors juste, le prompteur, il n'est pas remis à zéro pour le temps. Donc le traumatisme abdominal, c'est 15 à 20% des lésions de traumatologie. Et quand on a un trauma, de quoi meurt-on? On meurt d'hémorragie. Et le décès, il est considéré évitable une fois sur deux. Et la localisation lésionnelle responsable du décès, elle est dans plus de 50% des cas au niveau de l'abdomen. Donc il est très important de faire rapidement le diagnostic d'une lésion intra-abdominale quand on a un traumatisme sévère pour pouvoir mettre en œuvre des thérapeutiques adaptées le plus précocement possible. Vous allez me dire, mais c'est hyper facile de faire des diagnostics en traumatologie. Eh bien, c'est pas vraiment vrai. Et dans la littérature, il y a entre 2 à 15% de retard diagnostique décrit sur des lésions, plutôt des lésions orthopédiques, mais ça existe aussi sur des lésions intra-abdominales assez particulières. Pourquoi? Parce que les patients qu'on prend en charge, c'est des patients qui ont des atteintes multiples, donc ce sont des patients complexes et parfois souvent on va être focalisé sur les lésions qui vont être les plus bruyantes parce que les plus graves ou parce que les plus douloureuses pour les patients. Et donc c'est comme ça qu'on peut passer à côté de lésions sévères. Alors, sur la traumatologie et les lésions intra-abdominales, il y a deux gros mécanismes lésionnels. Il y a les traumas pénétrants, dont on ne va pas trop parler parce qu'on pourrait faire 2 heures sur le sujet, et où les lésions intra-abdominales, ça va être des lésions directes causées par l'agent pénétrant. Il y a plein de pièges à connaître, mais on va plutôt aller sur le traumatisme abdominal fermé, où vous allez avoir des lésions liées à des mécanismes de compression ou de décélération. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un topo qui va être plutôt pratique, pragmatique, sur la gestion de vos patients en intra-hospitalier, et on va parler des pièges diagnostiques à avoir en tête chez les patients traumatisés sévères qu'on prend en charge et chez qui on suspecte une lésion intra-abdominale. On va donc suivre le chemin clinique d'un patient qu'on prend en charge. La première chose en traumato, c'est qu'on gère les défaillances vitales. Donc le principe, on traite en premier ce qui tue en premier. Donc en même temps, on fait l'examen clinique, mais ça peut aussi être 2 étapes un peu séparées. Et donc là, on va se baser sur l'examen clinique, l'histoire clinique du patient. Est-ce qu'il y a des arguments cliniques forts pour permettre d'affirmer ou d'infirmer la présence d'une lésion intra-abdominale chez un patient traumatisé sévère que nous prenons en charge. Donc, je vais vous montrer cette étude qui est une revue de la littérature et qui est parue dans le JAMA en 2012, où il cherche les articles qui parlent des traumatismes abdominaux fermés. Donc, c'est 12 articles et il recherche les signes cliniques qui peuvent être associés à la présence d'une lésion intra-abdominale. Donc, on va déjà parler des signes cliniques positifs. Est-ce que le fait d'avoir une douleur abdominale, d'avoir une douleur à la palpation abdominale, d'avoir une douleur à la décompression abdominale, une défense ou une distension abdominale, est-ce que c'est quelque chose qui permet d'affirmer avec certitude que le patient que vous allez prendre en charge a une lésion intra-abdominale? La réponse est non. Par contre, il y a un signe clinique qui s'appelle le signe de la ceinture de sécurité, qui est, lui, associé mais avec un rapport de vraisemblance positif qui est entre 6 et quasiment 10, à des lésions très spécifiques, intra-abdominales et plutôt sur l'intestin, des lésions vasculaires potentiellement et des lésions au niveau du rachis lombaire. Donc ça, c'est un signe clinique à avoir en tête. Et quand on a un patient qui arrive et qui a ce signe clinique-là, il faut absolument rechercher une lésion intra-abdominale particulière associée. Est-ce qu'il y a des signes cliniques négatifs qui permettent de dire que le patient n'a pas de lésion intra-abdominale? Eh bien, la réponse est non, parce que le fait de ne pas avoir de douleur abdominale, de douleur à la palpation ou à la décompression, pas de défense, n'élimine pas de manière parfaite la présence d'une lésion intra-abdominale chez les patients traumatisés sévères qu'on prend en charge, parce que, je le répète, c'est des patients qui sont complexes et qui peuvent avoir d'autres lésions qui sont plus bruyantes et qui vous font masquer des lésions intra-abdominales.
Est-ce que d'autres atteintes, et notamment des atteintes extra-abdominales, sont associées à la présence plus fréquemment de lésions intra-abdominales? Un des critères qui est retrouvé dans cette revue de la littérature, mais qui n'est pas statistiquement significatif, c'est que chez les patients qui vont présenter une hypotension artérielle à l'arrivée à l'hôpital, avec donc une PAS inférieure à 90, il faut suspecter une lésion intra-abdominale. Le fait d'avoir un trouble de la vigilance, c'est les meilleurs scores qu'ils ont trouvés de manière statistique. Donc, le fait d'avoir un trouble de la vigilance et une fracture du fémur aussi, c'était associé à la présence d'une lésion intra-abdominale. Sur la biologie, est-ce que vous allez avoir des facteurs qui vont également vous faire suspecter une lésion intra-abdominale? Alors, le facteur qui ressort dans cette revue de la littérature, c'est la présence d'un base excess inférieur à moins 6 milliéquivalents par litre. Et donc, c'est un élément fort, puisqu'il y a un rapport de vraisemblance positif qui est à 18, donc supérieur à 10. On dit que quand on a un rapport supérieur à 10, la performance diagnostique, elle est bonne. Et donc, voilà, c'est un bon élément. Donc, il faut regarder cela chez les patients que vous prenez en charge. Et quelque chose que je trouve très intéressant aussi dans cet article, c'est que l'impression du clinicien que le patient que vous prenez en charge a une lésion intra-abdominale, ça a une très bonne performance diagnostique, puisque le rapport de vraisemblance positif, il est entre 11 et 19. Donc voilà, l'examen clinique de vos patients est très important. Pour conclure sur cette première partie, les données cliniques, il n'y a pas vraiment d'élément clinique qui va vous permettre avec certitude d'affirmer ou d'infirmer la présence d'une lésion intra-abdominale chez les patients traumatisés sévères que vous prenez en charge, mais ça peut être un faisceau d'arguments cliniques qui va vous donner cette impression et qui va être là un argument fort pour cela. Vous avez fait votre examen clinique, ensuite vous allez faire la fast échographie chez ces patients-là. Et je vous le rappelle, la fast échographie abdominale, elle va viser à mettre en évidence un hémopéritoine, et vous allez faire plusieurs cadrans. Ceux qui font de la traumatologie le savent. Donc, c'est l'espace interhépatorénal, intersplénorénal et le cul-de-sac de Douglas. Et donc, cette échographie intra-abdominale, elle est peu sensible, mais elle est très spécifique. C'est-à-dire que si elle est positive, en fait, vous êtes sûr qu'il y a un épanchement intrapéritonéal qui va être au moins de 500 millilitres. D'accord ? Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est une étude américaine où ils reprennent ils prennent les patients qui vont arriver entre 2001 et 2002, des patients stables, qui ont de la traumatologie fermée avec une suspicion de lésion abdominale. Et l'échographie abdominale, elle était notée positive s'il y avait un épanchement intra-abdominal, et ils comparaient cela au scanner abdominal. Donc, comme dans la méta-analyse précédente, on voit que la sensibilité, elle est faible. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux négatifs, mais que la spécificité, elle est élevée. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vrais positifs. Et donc, en pratique, ils avaient 359 patients, et donc une phase positive pour 24 d'entre eux. Et sur les vrais positifs, il y en avait 16. À chaque fois, il y avait une lésion intra-abdominale associée. Donc, quand on a un épanchement intra-abdominal chez un patient qui a un traumatisme sévère, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une lésion intra-abdominale sous-jacente. Mais est-ce que si on a une FAST négative, la probabilité d'avoir une lésion intra-abdominale est nulle? La réponse est non. Parce que, comme vous le voyez, sur les patients qui avaient des FAST négatives, qu'on soit faux négatif parce qu'il y avait quand même un épanchement intra-abdominal sur le scanner, mais il était de plus faible quantité que chez les vrais positifs, vous avez quand même un nombre non négligeable de lésions intra-abdominales. Et même si vous n'avez pas d'épanchement intra-abdominal au scanner et à l'écho, vous avez quand même des lésions intra-abdominales qui sont vraies. Donc voilà, l'écho abdominal, elle vous permet de faire le diagnostic d'hémopéritoine et de potentiellement orienter vos patients vers des thérapeutiques urgentes s'ils sont très instables. Chez les patients qui vont être stables, il faut il faut faire un scanner qui, on va le voir ensuite, n'est pas non plus un examen parfait pour éliminer une lésion intra-abdominale. Sur les limites de la fast échographie, que je voulais vous citer et qui sont des pièges aussi, c'est chez les patients qui ont des emphysèmes sous-cutanés, notamment sur des pneumothorax importants, vous pouvez ne pas avoir de fenêtre.
L'une des petites techniques, c'est d'essayer d'appuyer sur l'emphysème pour le chasser et voir l'abdomen comme cela, mais ce n'est pas toujours évident. L'une des autres limites, c'est que on ne sait pas quel est le liquide en fait, que l'on visualise. Et chez des patients qui ont déjà un épanchement intra-abdominal pré-traumatique, on peut être un peu décontenancé et ça peut conduire à des thérapeutiques en fait, trop invasives chez des patients qui finalement n'en avaient pas besoin. Aussi, la limite, c'est qu'on ne voit pas l'épanchement rétropéritonéal, en tout cas s'il n'est pas suffisamment important pour avoir suffusé dans l'espace intrapéritonéal. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un cas clinique, moi je n'ai jamais vu, mais un cas clinique d'un patient qui était très instable. Et vous savez que votre patient traumatisé sévère, il arrive, s'il est très instable, vous avez l'orienter vers des thérapeutiques salvatrices d'emblée. Et donc, si vous avez une instabilité avec une fast écho abdominale positive, on pense à la lésion intra-abdominale sévère qui nécessite une chirurgie en urgence. Et donc, chez ce patient-là, ils ont fait la laparotomie et finalement, il n'y avait pas de lésion. Et ils ont considéré que l'épanchement intra-abdominal était lié au fait qu'il avait reçu un remplissage vasculaire massif et qu'il y avait des troubles de la perméabilité capillaire liés à l'inflammation post-traumatique. Et ils ont conclu finalement que cette instabilité était liée au traumatisme crânien. Sur la fast échographie, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui nous est arrivé assez récemment, nous, en clinique, chez plusieurs patients, et qui peut être utile, je crois, dans certains cas. C'est la ponction péritonéale pour justement essayer de voir quelle est la nature de ce liquide qui est présent à l'écho. Alors, vous allez voir, cette étude que je vais vous présenter, c'est fait sur des patients qui sont complètement instables. Nous, on l'a fait chez des patients chez qui il y avait une discordance clinico-radiologique et on ne comprenait pas cet épanchement à l'échographie, alors que le patient était cliniquement très stable, avait une biologie parfaite et il avait une pathologie sous-jacente qui était chronique et qui était potentiellement décompensable par une chirurgie et une anesthésie générale. Et donc, on a fait cette ponction pour voir si c'était vraiment de l'hémopéritoine et pour surseoir en fait, à une exploration chirurgicale et faire un traitement non opératoire avec une surveillance armée. Et donc là, dans cette étude, c'est un centre américain, donc un trauma center de niveau 1. Ils ont regardé de manière rétrospective combien de ponctions, aspirations péritonales ils avaient fait chez leurs patients traumatisés. Et donc, ils en ont fait 41. Donc, on voit que c'est pas beaucoup. Et à chaque fois, c'est fait chez des patients qui sont très instables puisqu'ils sont hypotendus en arrêt cardiaque. Et en fait, c'est pour essayer d'orienter la prise en charge thérapeutique, donc savoir s'ils vont aller au bloc opératoire pour faire des laparotomies d'hémostase chez des patients qui ont une FAST soit positive, mais qui ont une cirrhose connue, soit qui ont des FAST négatives ou équivoques. Donc voilà, c'était fait dans ces cas-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont montré ? Ils ont montré que quand la ponction aspiration péritonéale, elle était positive, donc c'est-à-dire qu'elle montrait la présence de sang et qu'on allait au bloc chez ces patients-là, eh bien, dans 100% des cas, il y avait un hémopéritoine. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très spécifique dans la population qu'ils ont regardée. Ce qu'ils ont regardé aussi, c'est est-ce qu'il y avait eu des complications. Il y a eu une complication qui a été notée à la laparotomie, qui était une plaie digestive. Et il y a eu 2 échecs. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui peut être utile et notamment, moi, j'ai le souvenir de plusieurs patients chez qui on avait une discordance clinico-radiologique ou biologique et chez qui la laparotomie n'était pas quelque chose de si aisé à faire et ça nous a permis de trancher, mais justement en ayant ensuite une surveillance armée de ces patients-là. Donc, l'échographie sur le diagnostic de votre lésion intra-abdominale chez votre patient traumatisé sévère. Elle permet d'affirmer la présence d'un épanchement intra-abdominal. Elle n'élimine pas la lésion si elle est négative. Elle va aider sur, potentiellement, dans l'étude qu'on a vue, sur l'orientation des patients instables. Et elle peut vous aider aussi à décider quel est le type de liquide et à changer vos thérapeutiques pour les patients. Il y a aussi un élément sur lequel je n'ai pas mis de données bibliographiques, mais qui est très important quand on fait la fast écho-abdominale, c'est que
pour vous, en tant que clinicien, ne pas avoir de vessie à la face échographie, c'est un signe clinique qui est très important, puisque ça veut dire que peut-être votre patient il a une rupture de vessie, et donc il va falloir que vous preniez en charge cela. Peut-être votre patient il a fait une crise d'épilepsie juste avant, il a vidé sa vessie, ou peut-être il est en état de choc hyper sévère, et en fait il est complètement anurique. Donc c'est un élément clinique important à avoir en tête. Une face échographie avec un patient qui n'a pas de vessie, c'est un élément qui n'est pas anodin et qui doit vous faire réfléchir. Donc vous avez fait votre examen clinique, votre face échographie, vous ne savez toujours pas trop comment est votre patient, vous allez lui faire un scanner injecté corps entier et vous allez rechercher les lésions intra-abdominales. Donc le scanner abdominal, il est très performant pour mettre en avant les lésions d'organes pleins. Donc les organes pleins, c'est la rate, le foie, puisque l'air sous la courbe, elle est à 0,98, donc c'est très performant. Il faut savoir que quand on a des lésions d'organes pleins, donc foie et rate, assez souvent, on a des lésions qu'on appelle d'organes creux associés. Les organes creux, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intestin grêle, le côlon, ça peut être aussi la vessie. Et plus la lésion de l'organe plein, elle est sévère, et notamment la rate, c'est pas retrouvé sur le foie, plus on a de chances d'avoir des lésions d'organes creux. Et donc, comment fait-on pour faire ce diagnostic d'organe creux quand on a une lésion d'organe plein qui va être responsable le plus souvent au scanner d'un épanchement intrapéritonéal? Et on sait que en fait, le scanner, c'est un très mauvais examen pour mettre en évidence des lésions d'organes creux et que le signe scanographique qui est le plus sensible pour cela, c'est un épanchement péritonéal et qu'on va potentiellement faussement attribuer à des lésions d'organes pleins chez les patients qui peuvent avoir des lésions d'organes creux. Alors, comment faire la différence ? Il n'y a aucun signe qui est très sensible, mais il y a des équipes. J'ai mis cette étude puisque c'est une équipe française montpelliéraine qui ont mis en place des scores scanographiques avec plusieurs éléments qui sont retrouvés au niveau du scanner. Et donc c'est hémopéritoine, petite quantité, abondant, pneumopéritoine mésentérique et pas un pneumopéritoine de localisation, de toute localisation, épaississement de la paroi intestinale, discontinuité de la paroi intestinale. Et si on avait un score supérieur ou égal à 5, eh bien en fait la probabilité d'avoir une lésion d'organe creux avec nécessité d'un traitement chirurgical était très élevée. Et vous voyez qu'on a une R sous la courbe à 0,98. Donc il faut, c'est pas très simple de faire la lésion d'organes creux au scanner, notamment quand on a des lésions d'organes pleins associées. Et il faut s'aider de plusieurs arguments scanographiques, mais aussi d'arguments cliniques qui peuvent être importants parce que c'est des patients qui vont potentiellement ne pas se comporter comme vous l'attendez et qui, si vous faites des traitements non opératoires, donc ça veut dire que vous n'allez pas faire la célio ou la laparo-explo, eh ben, c'est des patients qui vont présenter des chocs septiques. Donc, quand vous avez une lésion d'organes pleins et que vous n'avez pas éliminé la lésion d'organes creux avec l'exploration chirurgicale, il faut toujours garder en tête cela. Et c'est un des pièges diagnostiques assez classiques. Donc là, c'était juste un exemple d'un patient qu'ils mettaient dans leur étude pour montrer l'association des signes. Donc là, ils ont une fuite de produits de contraste artériel, donc c'est 3 points, et une discontinuité sur la flèche au niveau de l'image D de la paroi iléale. Et effectivement, ça fait un score à 8, et donc la probabilité, elle est importante. Et ils ont fait la laparo, il y avait une perforation iléale, une rupture d'un vaisseau mésentérique et une ischémie colique. Donc, le scanner corps entier, c'est ce que j'ai dit précédemment, il est très performant pour les lésions d'organes pleins, c'est un faisceau d'arguments pour les lésions d'organes creux, et il faut toujours être capable de faire une surveillance armée si on fait un traitement non opératoire chez un patient qui a une lésion d'organes pleins avec un hémopéritoine.
Après, il me reste 1 minute. Je voulais faire 2 diapos bonus sur des lésions rares mais classiques, qui sont la lésion pancréatique, qui est assez rare et qui est de diagnostic non évident. C'est un organe qui est rétropéritonéal. Il est situé en regard de L1, L2 et le plus souvent, en fait, il faut des cinétiques élevées. En tout cas, je parle du trauma fermé. Et donc, c'est associé à d'autres lésions intra-abdominales et notamment du duodénum. Sur la biologie, vous pouvez avoir une augmentation de la lipase, mais si elle est trop précoce, vous n'allez pas forcément la voir. Et c'est pareil, vous pouvez passer à côté si le scanner il est réalisé de manière trop précoce, puisque la sensibilité, en plus, elle est faible, la spécificité, elle est forte. Donc le plus souvent, c'est des diagnostics qui sont plutôt tardifs, et nous, on a quelques histoires de patients chez qui on a eu des diagnostics très tardifs de lésions pancréatiques. Bon, les meilleurs examens, c'est la CPRE et l'IRM, mais chez les patients instables, on imagine bien que c'est pas très évident. C'était pour vous montrer la localisation du pancréas, donc comme organe rétropéritonéal en regard de L1, L2. Et la dernière diapo, c'est pareil, on se fait toujours avoir, enfin souvent, pas toujours, mais souvent, sur les diagnostics de trauma diaphragmatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal, c'est un diagnostic qui est difficile, que c'est souvent associé à des lésions de l'aorte thoracique. C'est plus fréquent à gauche qu'à droite, et donc c'est de diagnostic plus facile parce qu'à droite, vous avez le foie qui peut masquer cela, et parce qu'en fait, sur des études cadavériques, il a été montré qu'il fallait plus d'énergie cinétique en fait, pour faire des lésions du diaphragme à droite. Ces tableaux cliniques ils vont être très variables, puisque si c'est des traumas diaphragmatiques très importants, on peut avoir des patients qui vont présenter des insuffisances respiratoires aiguës, et ça peut être aussi des patients chez qui on va pas se rendre compte du tout de cette lésion-là, et quelques années plus tard, on va avoir une hernie intestinale liée à cela. Le meilleur examen, comme toujours, c'est l'IRM, mais chez les patients instables, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc en conclusion, le diagnostic des lésions intra-abdominales chez les patients traumatisés sévères, c'est un diagnostic qui peut être difficile. Il n'y a pas de recette magique et de signes magiques qui permet de mettre en évidence cela. C'est des faisceaux d'arguments cliniques, échographiques et scanographiques. Je vous ai parlé des pièges de la fast échographie. Je pense qu'il y a peut-être un intérêt pour certains patients à la ponction-aspiration péritonéale, et le message, c'est vigilance sur les lésions d'organes creux quand on a des lésions d'organes pleins et qu'on décide de faire un traitement non opératoire. Et pensez toujours aux lésions rares mais classiques du diaphragme et du pancréas. Voilà, je vous remercie.